Général Jean-Marie Faugère, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien inspecteur général des armées, Oui, et à ce titre, alors nous allons aujourd'hui vous interviewer et vous nous demander notamment, voilà, après la deuxième guerre du Golfe qui a vu les États-Unis intervenir en Irak, on a vu l'émergence et puis l'autoproclamation de l'État islamique. Est-ce que vous pouvez nous dire justement pourquoi est-ce que on est arrivé à cette situation très chaotique en Irak? oui. Alors effectivement, depuis 2003, c'est-à-dire la date de l'intervention des Américains, ce pays est en conflit permanent et on peut estimer d'ailleurs que les Américains sont intervenus dans des conditions politiques et militaires assez hasardeuses en Irak en 2003. Je rappelle d'ailleurs que les Américains bombardaient régulièrement l'Irak depuis 1991. Donc son interruption de 1991 à 2003. Donc de manière hasardeuse politiquement tout d'abord parce que les Américains sont intervenus de leur propre initiative, sans résolution de l'ONU, et en plus de ça sur des allégations mensongères de détention par le gouvernement irakien d'armes de destruction massive, ce qui s'est révélé faux par la suite. Ensuite, militairement, l'intervention était également hasardeuse car les Américains ont des modes opératoires militaires d'une grande brutalité. Donc c'est un véritable rouleau compresseur qui s'est déployé sur le territoire irakien avec des bombardements massifs, détruisant les infrastructures civiles et militaires, décourageant les populations, produisant un certain nombre de dommages collatéraux, si bien que d'emblée, si vous voulez, les forces américaines se sont aliénées à la population qui ont vu une forme de colonisation. Et donc tous les ferments, effectivement, étaient présents pour que différentes factions, différentes parties de population s'opposent aux Américains dans un premier temps et au pouvoir installé par les Américains dans un deuxième temps. D'autant que les Américains ont eu le tort de négliger l'armée irakienne à la chute de Saddam, armée irakienne qui aurait très certainement retourné sa veste d'ailleurs pour assurer l'ordre, qu'il était la seule à pouvoir assurer à ce moment-là. Et donc tous les déçus de l'armée irakienne, et notamment un grand nombre d'officiers, se retrouvent aujourd'hui d'ailleurs au sein de l'armée de l'État islamique. Donc c'est ça un petit qui a favorisé la construction, l'émergence de l'État Oui, islamique. je pense. D'abord, les Américains ont installé au pouvoir le parti chiite finalement, et donc il y a eu une opposition sunnite qui a commencé à se lever. Favorisé par un islam un peu radical qui venait également des montagnes afghanes avec des talibans. Tout ce patchwork finalement a constitué, avec tous les déçus de l'intervention américaine, l'armée de Daesh telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est un grand rassemblement, sans doute hétéroclite, mais quand même ayant une certaine cohésion ou capacité militaire indéniable, au moins face à l'armée irakienne qui venait à peine de se reconstituer avec les Américains, et on verra plus tard d'ailleurs que le schéma est équivalent en Syrie. Et l'armée irakienne régulière, en fait, vous pensez qu'elle ne fait pas le poids contre l'armée de l'État islamique? Non, l'armée irakienne ne fait pas le poids, je pense, parce qu'elle n'a pas encore de maturité, si vous voulez, puisque les Américains ont congédié de l'ancienne armée irakienne. Oui. Donc il a fallu reconstruire ab initio une armée irakienne, dont d'ailleurs pas mal ont déserté également, y compris avec matériel d'ailleurs, qui sont passés dans le camp de l'État islamique depuis, quoi. Alors l'armée de l'État islamique, elle se compose alors d'anciens cadres de l'armée irakienne, mais de quoi d'autre? De rebelles sunnites essentiellement au pouvoir irakien ou au pouvoir syrien aujourd'hui, de quelques talibans descendus d'Afghanistan, d'une certaine diaspora d'islamistes radicaux, et également de soldats entre guillemets étrangers venant d'Europe, comme nous le savons, ou voire d'Australie aussi. Et donc c'est tout cet amalgame qui constitue la force militaire effectivement de Daesh aujourd'hui. Et est-ce que c'est une force réelle? Parce que certains, peut-être pessimistes, mais disent que l'armée de l'État islamique serait même plus forte que les armées européennes. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il est certain que l'armée de Daesh a connu des succès militaires, mais parce que l'opposition, que ce soit l'armée irakienne dans un premier temps ou la faible armée syrienne,
qui fait face déjà à sa propre rébellion d'ailleurs interne, n'était pas en mesure de s'y opposer. Ensuite, quand on se compare avec ce que serait une armée européenne, ça n'a pas grand sens aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'armée européenne et l'Europe de la défense est toujours dans les limbes. Donc aujourd'hui, il y a certains membres de l'Union européenne qui ont une armée encore relativement solide, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne principalement, mais cet ensemble ne serait pas en mesure, dans l'état actuel des armées européennes, de s'opposer effectivement, à condition qu'elles aient les conditions pour se porter sur les frontières syriennes par exemple, ne seraient pas franchement en mesure, sans l'aide des Américains, de s'opposer effectivement à l'armée de l'État islamique. Et oui, alors et aujourd'hui on a aussi les Russes qui sont intervenus. Alors comment analysez-vous leur intervention? Parce que finalement des analystes politiques américains reprochent à Obama son inaction, de ne pas avoir pris un petit peu les devants de la scène, donc peut-être si ce n'est diplomatique, si ce n'est militaire, au moins diplomatique en Syrie, et laissant le champ à Vladimir Poutine. Quelle est votre analyse, vous? Alors, il est certain que Vladimir Poutine ne pouvait plus supporter cette situation d'anarchie finalement sur son flanc sud. Il y a toutes les républiques du Caucase qui sont effectivement en effervescence. Il y a la Tchétchénie dont on sait aussi qu'elle est musulmane. Donc Vladimir Poutine a agi pour sa propre sécurité. Et on sait aussi que c'est un soutien historique de la dynastie Assad. Donc il travaille pour le camp de Bachar el-Assad. Concernant les Américains, il ne faut pas oublier que Obama a été élu sur un désengagement irakien et afghan. Donc ce qui était quand même le souhait de la population américaine après les pertes que cette population a subies en termes de soldats évidemment sur les territoires irakiens et d'Afghanistan. Donc Obama n'avait aucune raison, je pense, d'intervenir à nouveau militairement parlant, sauf à connaître le même désastre qu'il a provoqué, ou que son prédécesseur, Bush, a provoqué en Irak ou en Afghanistan finalement. Alors on peut dire effectivement qu'il a laissé le champ libre à Vladimir Poutine. Il n'est intervenu que dans une coalition aérienne finalement, d'occidentaux et de monarchies du Golfe, mais il répugne et je pense qu'il n'enverra pas de troupes au sol pour conclure une situation d'ailleurs dont personne ne sait si la situation est vraiment militaire aussi bien en Irak qu'en Syrie aujourd'hui. Oui, mais alors quand on est la première puissance mondiale, tant au niveau économique que militaire, est-ce que malgré tout on n'a pas une certaine responsabilité ou un certain rôle à jouer dans des conflits qui dépassent évidemment les frontières? Oui, les Américains, on est certain, qui détiennent une puissance militaire qui reste quand même la première puissance militaire au monde, ont un rôle qu'ils ne négligent pas pour autant dans la gouvernance du monde, si je puis dire. Mais je pense que les précédents irakiens et afghans marquent encore profondément et le président Obama et la population américaine. Donc il ne faut pas oublier qu'Obama est dans une période électorale, ou que l'Amérique plutôt est dans une période électorale, donc ce n'est pas une période très propice à des engagements militaires intenses. Et ensuite de ça, je vous le répète, je ne pense pas que la solution vienne militairement du camp occidental. Alors, on peut fonder quelques espoirs sur les Russes, même si le rôle de Vladimir Poutine est fortement contesté par les Occidentaux, notamment pour son soutien à Bachar el-Assad. Mais je pense que dans l'état actuel de la Syrie, sauf à vouloir qu'on connaisse l'anarchie qu'on connaît en Irak, en Libye, en Tunisie, un peu moins en Égypte, je ne vois pas de solution vraiment militaire à cette situation. Alors si la solution n'est pas militaire, donc quelle est-elle? Quelles sont les pistes? Il faudrait trouver une solution politique pour peu qu'émerge aussi bien en Syrie qu'en Irak un leader qui fasse consensus, si vous voulez, de toutes les factions qui s'opposent actuellement. En Syrie, ça sera excessivement complexe au départ de Bachar el-Assad, évidemment. Parce que les rebelles ne sont quand même pas très unis, puis vous avez toujours la branche d'Al-Qaïda Al-Nosra qui joue aussi son jeu propre,
Donc la situation est excessivement complexe. C'est pas pour rien qu'autrefois ces États du Levant avaient été mis sous protectorat franco-britannique. Je pense qu'on est encore dans des conditions qui demanderaient une sorte de protectorat, mais que l'évolution du monde ne permet pas d'installer aujourd'hui. L'Europe n'en a pas ni l'envie ni les moyens. Les Américains ne veulent plus. Les Russes se contenteront, je pense, de se protéger sur leur flanc sud, tout en soutenant Bachar el-Assad dans l'instant, parce que c'est la seule autorité qui soit capable de maintenir encore un semblant d'État en Syrie. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve sur ces territoires. Merci, Général Jean-Marie Fogel.